Au sommaire de ce journal, après sa réhabilitation par la Cour d'appel, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi, vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle. La Haute Cour juge non fondée la requête des députés provinciaux et demande à Godem Poi de reprendre ses fonctions. Situation au Niger, la CEDEAO a siégé sur une éventualité d'intervention militaire alors que d'autres pays réitèrent leur soutien aux militaires nigériens. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, processus électoral en RDC, la mission d'observation de la SENCO et de l'ECC a exprimé dans un communiqué le souhait de mener en collaboration avec la CENI un audit du fichier électoral citoyen afin de rassurer toutes les parties prenantes pour organiser des élections honnêtes et pacifiques dans un délai constitutionnel. Dans ces communiqués, l'on note la nécessité de restaurer la confiance de tous les acteurs dans les processus afin de favoriser l'acceptation des résultats. En vue d'organiser des élections crédibles, démocratique et pacifique, la mission d'observation SENCO-ECC propose ainsi la démarche afin de réaliser en collaboration avec la CENI, notamment un audit citoyen du fichier électoral. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, les fichiers électoraux qui semblent diviser certains acteurs politiques et la Commission électorale nationale indépendante. En effet, certaines parties prenantes au processus estiment que pour n'avoir pas invité un organisme international indépendant pour l'audit externe du fichier électoral, la CENI n'a pas favorisé la perception par les publics d'une vérification indépendante et transparente. Ainsi, en raison des décrispées cette crise autour du fichier électoral, la mission d'observation SENCO-ECC entend mener un audit citoyen du dit fichier, réitère les communiqués. Dans le rapport de 5 experts nationaux et internationaux recrutés par la CENI, avaient présenté les conclusions de leur travail d'audit du fichier électoral lundi 22 mai à Kinshasa. Sur plus de 47 millions d'enrôlés bruts, plus de 3 300 000 électeurs avaient été élargués du fichier, ce qui ramène désormais le nombre d'enrôlés à 43 955 181. De l'autre côté, certains opposants ont toujours rejeté ces résultats tout en exigeant l'expertise d'un organisme international indépendant. À son tour, lors de la plénière du vendredi 7 juillet dernier, la CENI avait débouté cette demande. Elle avait trouvé illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Dans l'actualité également, au 9e jeu de la francophonie, la clôture intervient déjà ce dimanche en présence de toutes les délégations et on pris part à cet événement et les autorités congolaises. Et justement pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur du comité national des 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja. Bienvenue. Merci. Alors on amorce déjà le dernier virage de cet événement. Êtes-vous satisfait de son déroulement à quelques heures de la fin ? Je suis très satisfait parce que nombreux ne m'avaient pas donné la chance quand je suis arrivé et quand j'ai dit que je vais organiser ces Jeux. Nous avons travaillé fort pendant 1 année et demie. Aujourd'hui, nous sommes à 1 jour de la clôture des 9e Jeux de la francophonie. Tout se passe très bien et il n'y a pas eu un seul incident. Surtout que le président de la République a dit 0 incident. Nous sommes en train de travailler et aujourd'hui, tous les athlètes sont très contents de leur séjour ici à Kinshasa. Tout se passe correctement. Nous avons fait une belle cérémonie d'ouverture qui est la première de toute l'histoire de la francophonie. Et les gens, à travers le monde entier, nous ont renvoyé les échos en disant la RDC est un grand pays francophone. Mais Isidore Kwanja, tout n'a pas été rose, comme vous dites. Nous avons suivi sur les réseaux sociaux. Quelles sont les difficultés rencontrées pendant les déroulements de ces Jeux ? Les difficultés, je vais dire, c'était d'ordre financier. Okay. On avait quand même beaucoup de difficultés parce que, vous savez, notre pays a beaucoup de priorités. Et les Jeux étaient aussi une des priorités, mais les moyens n'ont pas suivi. Et cela nous a retardé un tout petit peu. Mais vers la fin, lorsque le président de la République a fait des descentes pour s'en rendre compte de la réalité sur le terrain, c'est en ce moment-là que nous avons pris la vitesse de croisière pour rattraper tous les retards
que nous avons accumulés pendant des années. Vous savez, les Jeux de la francophonie s'organisent pendant 4 ans. Et pendant 2 ans et demi, on a piétiné et ça n'a pas beaucoup avancé. Et c'est lorsque on nous a confié cette tâche en novembre 2021 que là, les travaux ont commencé sérieusement. Ce qui était des fondations sont devenus des gymnases complètes, équipés et prêts à servir pour les Jeux de la francophonie. Et aujourd'hui, les athlètes qui sont ici à Kinshasa, ils font leur compétition dans les gymnases climatisés, dans des conditions qu'ils n'ont rien à envier avec les gymnases des pays occidentaux. Une précision, la cérémonie de clôture, ça va se passer au Palais du Peuple ou à l'esplanade la cérémonie d'ouverture et de clôture va avoir lieu à l'enceinte du stade des Martyrs. Il y a un match de finale de football qui est prévu, qui finit à 19h. À 20h, la cérémonie de clôture commence et elle finit à 22h. Après 22h, il y a un concert qui va avoir lieu de Ferregola. Après cela, après la partie officielle, il va remonter au Palais du Peuple pour un concert public. Mais il va d'abord prester au Stade des Martyrs dans la partie officielle. Vous savez, la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, c'est 2 événements différents. La cérémonie d'ouverture est grandiose. C'est ce que vous avez vu, ce que nous avons montré. La cérémonie de clôture, généralement, nous, on avait prévu de l'organiser à l'intérieur du Palais du Peuple. Parce que la cérémonie de clôture consiste notamment à remercier les athlètes qui ont gagné des médailles, à faire un discours et à passer les flambeaux au pays qui va organiser la prochaine édition. Alors, vu le succès qu'a connu la cérémonie d'ouverture, on n'a pas voulu que la cérémonie, en respectant les cahiers des charges, reste à l'intérieur du Palais du Peuple. On a voulu les refaire au Stade des Martyrs pour permettre à ce que la population congolaise puisse voir tout ce qui a été fait, tous les succès que les Jeux ont connus et féliciter les athlètes, faire le discours et le chef de l'État va passer le flambeau au prochain pays qui va organiser la prochaine édition. Votre réaction après le retrait de Fally Ipupa? Je n'ai pas un commentaire à faire parce que c'était sa décision. Nous prenons acte de sa décision. Votre message à toute la communauté francophone avant de finir? Le message à toute la communauté francophone, c'est de dire que la RDC est un grand pays. Quand la RDC a accepté d'organiser ces Jeux, elle savait qu'elle avait les moyens et la capacité de pouvoir organiser ces Jeux. Quand bien même il y a eu beaucoup de doutes de certains États qui n'ont même pas envoyé leur délégation en pensant que nous n'étions pas capables. Mais aujourd'hui, nous avons prouvé au monde entier que la RDC est un grand pays et que la RDC est capable d'organiser des événements internationaux. Et ce qui vient de se passer ici en RDC, qui est en train de se passer et qui va finir demain, est un grand succès pour la RDC. Et avec ça, nous avons fait une fondation qui va permettre à ce que prochainement nous puissions organiser d'autres événements beaucoup plus importants. Donc nous avons bâti une fondation solide parce que maintenant, les messages que nous avons lancés à l'international, au travers de la cérémonie d'ouverture, au travers des activités qui ont eu lieu pendant les 9 jours, rassurent les États que nous sommes capables d'organiser des événements internationaux et que prochainement nous allons en organiser d'autant. Isidore Kwanja, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Poursuivons ce journal, rendons-nous à Goma, au Nord Kivu, où le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a échangé avec son homologue kenyan Aden Douala. C'est pour évaluer la coopération bilatérale entre ces 2 États, surtout dans le domaine de la défense. Jean-Pierre Bemba Gombo a plaidé pour un soutien franc du Kenya à la RDC pour mettre fin à l'activisme des groupes armés dans l'est du pays. Pacheco Kavundama signe ce reportage. Arrivé d'abord vendredi à Goma, le ministre de la Défense du Kenya a été accueilli par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Quelques minutes plus tard, c'est Jean-Pierre Bemba
ministre congolais de la Défense nationale, qui est aussi arrivé dans la ville volcanique où il a été accueilli par les mêmes autorités provinciales. Après l'aéroport, les deux personnalités se sont dirigées à l'hôtel Serena de Goma pour évaluer la coopération ministérielle dans le domaine de la défense entre le Kenya et la RDC. Dans son discours, le ministre congolais de la Défense Jean-Pierre Bemba a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la continuité de la coopération en matière de défense entre ces deux pays pour travailler ensemble afin de redorer l'image des forces armées de ces deux États et lutter contre la propagande hostile. Cette rencontre est un moment crucial que je considère de grand enjeu par les sujets qu'elle traite, notamment l'assistance et la formation des FARDC. Ce domaine devrait contribuer à la crédibilité de notre coopération, qui doit se traduire par le respect des engagements et l'observation objective de l'accord de coopération en matière de défense entre nos gouvernements. Le ministre kenyan de la Défense Aden Douale a salué cette coopération entre son pays et la RDC. Je l'annonçais au sommaire après sa réhabilitation par la Cour d'appel. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poyi, vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle. La Haute Cour juge non fondée la requête des députés provinciaux et demande à Godem Poyi de reprendre ses fonctions en qualité de président de l'organe délibérant de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cet arrêt de la Haute Cour vient mettre fin à ce feuilleton qui n'a que trop duré. Dans une décision rendue par la Cour constitutionnelle réhabilitant Godem Poyi, autrefois destitué de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la Haute Cour, qui siégeait en matière d'inconstitutionnalité, a déclaré recevable et fondée la requête enregistrée sous R-Cons 2004 de Godem Poyi, qui attaquait en inconstitutionnalité la convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le 5 juillet dernier, ainsi que la résolution qui ont découlé 48 heures après, portant sur sa destitution comme président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La requête introduite par M. Poyi Kadima Godefroy, telle que circonscrite par le champ de compétences si haut précisé, dit inconstitutionnel et donc nul et dénul effet le procès verbal de carence numéro 03/APK/SE/juillet 2023 du 7 juillet 2023 et la résolution qui a été adoptée conséquemment par l'Assemblée provinciale de Kinshasa portant déchéance du requérant pour violation des articles 12, 47 alinéa 1er et 61.5 de la Constitution du 18 février 2006 et le réhabilite dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Avant la Cour constitutionnelle, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait elle aussi réhabilité Godem Poyi, mais les députés provinciaux s'y étaient opposés. Ce verdict de la Cour constitutionnelle intervient un jour après la publication d'un communiqué de cette chambre signé par son rapporteur, les députés Junior Lemba Lemba, qui indiquait que l'ordonnance de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe ne réhabilitait pas Godem Poyi. Godem Poyi a été déchu de ses fonctions le vendredi 7 juillet dernier, alors qu'il était absent de la plénière pour se défendre de toutes les accusations. Il justifiait son indisponibilité par un repos intellectuel de 45 jours qui lui a été délivré par son médecin. Cette décision de la Haute Cour vient ainsi mettre fin à ce jeu de ping-pong entre Godem Poyi et les députés provinciaux. Rendons-nous en Ituri où plus de 1000 personnes ont regagné leur village vendredi sur l'As Komanda Luna en territoire d'Irumu et une partie de Tchabi. Ce retour volontaire et consécutif à la paix imposée par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboya Johnny Kachama. Le coup d'envoi de cette première phase a été donné à partir du stade Epoville, la Bunia, par l'AT militaire d'Irumu, Selemani Junior.
Après la stabilisation de certaines agglomérations par l'administration militaire de l'Ituri, l'heure a sonné pour le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Soucié du bien-être de sa population, le gouverneur militaire de l'Ituri met à la disposition de la communauté de véhicules pour acheminer plus de 1000 personnes dans les axes Bunya-Komanda, Tchabi, Bouanasourandimo, Ofayi, Zunguluka. Cette opération a été supervisée ce vendredi par l'administrateur militaire d'Irumu au départ du stade Epoville. L'une des retournées a manqué des mots pour remercier l'autorité provinciale pour ses gestes humanitaires. Aujourd'hui, je suis très contente pour cet acte posé en notre faveur. D'ailleurs, je n'avais même pas le moyen de payer le transport pour mon retour à Komanda. Occasion pour l'autorité provinciale, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, d'appeler les déplacés disséminés à travers le site en Ituri à rentrer chez eux car, dit-il, des dispositions sont déjà prises pour consolider les acquis de la paix. Bambo, Nyangaraï, Lipri, Mwanga, les populations sont rentrées. Maintenant, nous avons d'autres populations qui restent ici dans les sites, alors qu'ils ont des villages où ils ont une très bonne terre et où ils peuvent travailler. Alors, ce que nous leur disons, c'est quoi? C'est qu'ils rentrent chez elles à la maison. La population iturienne, c'est une population qui travaille beaucoup. Elle n'a pas besoin de manne. Nous avons déjà fait un grand travail, non seulement avec le gouvernement, qui va nous amener des moyens d'ici là, mais aussi avec nos partenaires. L'avènement de l'état de siège a permis à de milliers de déplacés de regagner leurs entités respectives, notamment Marabo, Boga, Irumu et bien d'autres à travers la province. D'une province à une autre, dans le souci de ne pas laisser les démunis loin de la gouvernance, la gouverneure de la province du Olomami s'est rendue dans plusieurs orphelinats de la place à Kamina, où elle a remis des vivres et non-vivres pour encourager les enfants en rupture familiale et les non-accompagnés. C'est toujours dans le cadre social que la gouverneure du Olomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a songé aux détenus de la prison centrale des Kamina avec des vivres et non-vivres, entre autres, un lot important des sacs de farine. La délégation de la gouverneure a rassuré à la directrice de cette maison carcérale, Madame Thérèse Mbouyou, l'appui du gouvernement que dirige l'honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Ce geste n'a pas laissé indifférente la directrice de la prison centrale des Kamina. Je manque de mots. C'est pas la première fois que maman nous visite. C'est pourquoi je dis grand merci et je reconnais tout ce qu'il est en train de faire de moi. Dans le même cadre, la délégation de la gouverneure a assisté la directrice de l'école des sourds à la cité des Kamina qui souffre. Sa fille a également, au nom de la famille, rendu grâce à Dieu pour le geste posé par la chef de l'exécutif provincial. Pour pleurer avec ceux qui pleurent, à part ses envoyés spéciaux, présenter ses condoléances à M. Douglas qui a perdu sa femme. Ici encore des sacs de farine, de la braise et une enveloppe consistante ont été remis à la personne endeuillée. Leurs remerciements n'ont pas été oubliés à l'égard de la gouverneure. Et puis plusieurs sièges de l'UDPS Fédération Kalemi et du Rassemblement des démocrates tshisekédistes dans le Tanganyika ont été vandalisés vendredi. D'après les victimes, cet acte serait commis par certains militants de l'UDPS Fédération urbaine de Kalemi. Et nous avons joint au téléphone Vicky Mwamba, un des militants du parti au pouvoir, qui fait le point. On l'écoute. Concernant les actes de violence qui s'est passé au siège de notre parti, Union pour la démocratie et le progrès social, à Tanganyika, nous condamnons tout acte de violence et nous pensons que la violence n'a pas sa place dans la démocratie. Et nous lançons un appel à tous nos militants de Tanganyika, de l'UDPS, au calme et à la sérénité, et surtout à rester éveillés afin que cette année électorale de 2023, nous puissions donner à notre cher parti UDPS une majorité parlementaire et renouveler un deuxième mandat à notre autorité de référence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État. Et pour le parti prenante au processus électoral, nous pensons que malgré nos divergences politiques, nous avons ce devoir moral d'accompagner notre population à des élections apaisées, crédibles et transparentes. Et à tous nos frères de Tanganyika, nous leur témoignons notre amour et notre fraternité. Merci. Merci beaucoup, M. Vicky.
En dehors de nos frontières au Niger, la situation demeure préoccupante. La junte dirigée par le général Tchani empêche le président Mohamed Bazoum d'exercer ses fonctions. Il demeure en résidence surveillée, affaire ayant conduit la CEDEAO à siéger sur une éventualité d'intervention militaire alors que d'autres pays réitèrent leur soutien aux militaires nigériens. Le point de la situation actuelle au Niger dans cet élément. Au Niger, il s'observe un véritable bras de fer entre les militaires sous la houlette du général Abdourahmane Tchani et la CEDEAO, organisation régionale qui tient à tout prix rétablir le président Bazoum dans ses fonctions, destitué le 26 juillet dernier. Il a fallu 3 jours successifs de travail pour parvenir à un plan d'intervention militaire, des assises qui se sont clôturées hier à Abuja, au Nigeria, option que dénonce la junte militaire. Les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO s'affichent prêts à intervenir contre les révolutionnaires, tout en assurant que l'option militaire serait la dernière sur la table. En face, les Mali et les Burkina Faso et d'autres pays ont annoncé qu'une opération contre Niamey serait assimilée à une déclaration de guerre à leur encontre. Face aux menaces d'intervention militaire de l'organisation régionale en Afrique, la junte militaire conduite par le général Tchani n'en tape pas fléchir. Elle montre ses muscles à tous les niveaux et menace de riposter à toute attaque militaire de l'organisation régionale CEDEAO. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, les rappels des titres. Après sa réhabilitation par la Cour d'appel, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi, vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle. La Haute Cour juge non fondée la requête des députés provinciaux. Pendant ce temps, au Niger, la CEDEAO a siégé sur une éventualité d'intervention militaire alors que d'autres pays réitèrent leur soutien aux militaires nigériens. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ce journal est terminé. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et de Radio 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.